Alors, dans la fin de la matinée qui se présente devant nous, j'ai bien entendu la conclusion de Marie-Laure, simplement humain. Je trouve que généralement c'est assez compliqué. Je suis très content d'être entouré des interlocuteurs ici présents parce que justement, je pense qu'ils vont nous faire des exposés je dirais, sur un fond de rationalité, de clarté, moi j'espère, mais manifestement, dans le sujet qui nous occupe, leur sensibilité est concernée. Et c'est toujours intéressant d'entendre des orateurs qui à la fois expriment quelque chose de leur intellect, mais reconnaissent et même, je dirais, se fondent sur leur propre sensibilité. C'est justement, je crois, ce que chacun d'entre nous ici va exprimer et qui est l'objet de notre journée de rencontre, à savoir comment cette dimension originaire vient interférer dans les structures ou dans les organisations que nous pouvons tenter de mettre en place. Mon premier interlocuteur sera, la première orateur sera Agnès Antoine. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'être parmi nous, qui est docteur en études politiques et professeur à l'EHESS et membre du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. Centre a travaillé d'ailleurs le Fort Gaucher, Rosan-Vallon. Son travail est reconnu, je dirais même internationalement, il a été l'objet d'un certain nombre de prix, à partir de l'impensé dans la démocratie, où, je dirais, prend une place extrêmement importante le travail de Tocqueville et la nouvelle condition historique qui s'est définie par le principe de l'égalité. Nous verrons que probablement le travail qu'elle va faire aujourd'hui s'inscrit, je dirais, dans cette démarche-là, c'est-à-dire que depuis cet avènement de la démocratie, cet avènement de l'égalité, les illusions que cette base pouvait laisser pointer se sont à l'expérience un peu tombées, et elle va nous montrer probablement les avatars pour reprendre ces mots, de notre libido dans les circonstances actuelles de notre organisation sociale. Elle a publié naturellement de nombreux autres articles, en particulier « Quelle place pour la religion dans la démocratie ?» au cours d'une discussion avec Marcel Gaucher, un billet dans « Un pays psychiquement occupé » à l'occasion des présidentielles de 2011, et un article dans Philosophie, « Le matriarcat, le spectre de l'Occident ». Elle est directrice d'un séminaire à l'EHESS et aussi au CIPA. Je vais donc lui laisser la parole pour Eros et démocratie, le destin du féminin. Ou plutôt, la démocratie sensible. Oui, merci. Eros et démocratie, le destin du féminin, c'est le titre de mon séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc aujourd'hui, j'interviens avec ce titre, la démocratie sensible. Alors, plutôt qu'une intervention construite, je vous proposerai une sorte d'introduction questionnante à la problématique de cette journée, dont le thème a été inspiré, entre autres, donc, par mon propre champ de recherche, tel que je le développe depuis des années, notamment dans ce séminaire. J'avais eu l'occasion d'en présenter les grands traits lors de la journée du CIPA du 23 novembre 2013, Ordre et désordre du sexuel. Je voudrais donc y revenir aujourd'hui, mais en particulier
évoquer ce que les évolutions récentes du monde ont pu introduire comme nouvelles interrogations en moi par rapport à cette problématique. Donc nous sommes réunis autour du sensible et nous avons tous des souvenirs personnels, non seulement d'expériences sensibles marquantes, mais aussi des connotations culturelles liées à ce mot ou à ce type d'expérience. Alors, je dirais pêle-mêle, pour moi, je vous livrerai comme ça quelques flashs qui sont aussi, je pense, aussi des éléments significatifs pour tous. Enfant dit sensible, je pleure volontiers en réaction à certains événements et c'est un sujet majeur de moquerie de la part de mon père et de mon frère. Pendant ma scolarité, je me souviens d'avoir été attirée par la poésie, la littérature, mais je me souviens aussi du discours idéologique, nous sommes dans les années 70, qui nous répète régulièrement que, au fond, les humanités appartiennent au passé et maintenant place à la science et à l'avenir radieux qu'elle nous ouvre. Les bons élèves doivent donc passer par les classes scientifiques, ce à quoi évidemment je m'abstreins péniblement. Autre flash, pendant mes études de médecine, je fais expérience étonnante parce que j'ai commencé par cette voie-là, en disséquant des cadavres par ailleurs tout à fait répugnants, qu'on peut se couper de sa propre sensibilité et manier le scalpel comme anesthésié. C'est d'ailleurs la condition qui me permet de m'en tirer tout à fait remarquablement. Lors de ma première expérience professionnelle, j'assiste à des rivalités entre personnes d'une violence inouïe. Et mon directeur, par ailleurs très amical, m'explique qu'il faut que je me durcisse le cuir. Lors de ma soutenance de thèse sur Tocqueville, qui met en avant, comme nous allons l'évoquer, la nécessité d'équilibrer la rationalité démocratique par le sensible, mon propre directeur de thèse déclare devant tout le jury et écrit ensuite dans le rapport de thèse qui passera donc à la postérité. Il dit donc préférer quant à lui un Tocqueville plus viril que celui que je viens de mettre au jour. Bon, voilà quelques petits exemples comme ça qui me sont revenus donc, en réfléchissant à cette journée et qui, je crois mettent bien en avant le statut problématique de la sensibilité qui donc, à certains styles de représentation, devrait être dépassé tant subjectivement que culturellement au nom de la modernité, qui est ici aussi relié à l'être féminin, qui devrait en prendre acte s'il veut finalement faire sa place dans le monde comme les hommes. Et cette sensibilité, dans ces exemples, apparaît en même temps comme, au fond, une menace pour la virilité. Alors, il y a là un écho, bien entendu, à une idéologie en place depuis longtemps en Occident, sous des formes changeantes, historiquement, mais qui affirme toujours la supériorité de la raison ou du logos, et qui implique de dominer, parfois d'éradiquer les passions, la sensibilité, par les facultés rationnelles considérées comme caractérisant spécifiquement l'humain. Il s'agit donc de transcender le corps, s'abstraire de lui. Conception d'ailleurs tant de la souveraineté psychique que de la souveraineté politique quand elle se théorise, qu'elle soit d'ailleurs royale ou républicaine. Alors de fait, il y a bien sûr une ambivalence des affects, des émotions qui nous meuvent malgré nous, parfois jusqu'à la déraison. Alors, pourquoi pas, effectivement, les évacuer, supprimer, ou encore les trier, et c'est alors la valorisation de passions viriles et la dévalorisation des autres affects jugés féminins ou féminisants.
Alors, ceci révèle une dimension tout à fait essentielle pour notre propos, qui est cette peur de la féminisation par l'affect, vécue comme une passivation. Il faut alors chercher à former une virilité pure de tout mélange, circonscrite, symboliquement circoncise du morceau de chair sensible. Dans sa version occidentale, c'est le moi, maître dans sa maison, qui donne peu de place pour la réceptivité, pour la réception de l'hôte, ou encore pour l'autre du corps vivant. Alors, un chercheur met toujours un certain temps à identifier le fil directeur de son propre questionnement, et plus encore l'ancrage existentiel de ce questionnement. Nul hasard, sans doute, si après toute une trajectoire philosophique puis psychanalytique, j'ai été amené à analyser le caractère patriarcal de ces représentations passées et à proposer comme horizon culturel et politique l'idée d'une démocratie sensible, manière d'énoncer ce que pourrait être une civilisation post-patriarcale. Alors, je ferai juste quelques rappels de cette thèse que j'ai appelée démocratie sensible. C'est une réflexion donc, qui est née au croisement, je dirais, de la démarche de Tocqueville d'un côté et de l'analyse de la civilisation de Freud de l'autre. Pour ce qui concerne Tocqueville, juste très très brièvement un petit rappel, le mot démocratie d'abord chez Tocqueville désigne d'abord en fait une forme d'organisation sociale avant même de désigner, je dirais, une forme politique, celle d'une société désormais régie par le principe de l'égalité, qui vient donc structurer tout l'être individuel et collectif. Tocqueville insiste surtout sur les effets, au fond, de la position que l'égalité va dessiner pour l'être humain dans le monde, puisque finalement c'est cette position séparée, d'où la notion d'individualisme sur laquelle il va insister, qui fait que par l'effet même de l'égalité, chacun est placé, enfin les hommes sont placés les uns à côté des autres, et vont partir de cette position-là pour finalement élaborer leur propre place dans le monde. D'où il déduit ensuite les caractères de rationalisme de l'être démocratique qui va partir de lui-même et des forces de sa raison pour se situer par rapport au monde. Son matérialisme aussi qui est la nécessité de chacun de se débrouiller finalement avec les biens matériels et du coup l'intérêt pour ces biens. Bon, Tocqueville avait surtout réfléchi sur un art politique démocratique qui saurait s'adapter à cette donnée de départ, c'est-à-dire arriver finalement à relier, à faire du vivre ensemble avec ces individus séparés. Il y a une belle expression, enfin le titre d'un ouvrage de Norbert Elias qui s'intitule La société des individus, qui met bien en avant ce paradoxe, comment faire finalement une société avec des individus. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé dans sa réponse, que ce soit sa recherche comment devenir citoyen finalement, quand on est un être démocratique individualiste, ou encore même sur la place du religieux dans l'espace démocratique, c'était son attention aux sensibles. Et finalement, l'art politique qu'il nous propose, c'est-à-dire la place de l'association dans l'art politique, la place de la démocratie locale, qui décrit des formes qu'on appellerait aujourd'hui de démocratie participative, repose en fait sur une anthropologie qui inclut cette nécessité finalement du sensible, c'est-à-dire de créer des espaces où les êtres humains puissent effectivement expérimenter le fait d'être corporellement réunis, de se voir, de s'écouter, d'éprouver donc un certain nombre d'émotions au contact les uns des autres. Donc c'est à partir de ces données que j'avais mis en avant
cette notion de démocratie sensible, avec l'idée évidemment que elle pouvait englober, je dirais, toutes sortes de potentialités, c'est-à-dire de nouvelles formes de pratiques en fait, du politique, mais aussi finalement toute une configuration culturelle nouvelle. Alors Freud, parce qu'au fond, il nous livre une réflexion passionnante sur la civilisation, là aussi, je ne peux pas revenir, vous les connaissez déjà, sur la lecture de Freud de la civilisation. Simplement, le fait qu'il nous ait appris à lire le processus civilisationnel sous l'angle du renoncement pulsionnel. Certes, Freud, ça serait encore un autre chapitre, est lui-même très méfiant à l'égard du sensible, mais il nous a sensibilisés au fait de pouvoir s'interroger, d'ailleurs comme Tocqueville, sur le point où un processus de civilisation peut se retourner en son contraire. C'est-à-dire engendré par certaines exigences surmoïques excessives de la pulsion de mort. Autrement dit, il nous pose la question de l'équilibre de civilisation. C'est un mot qu'il emploie, Ausgleich, la question de la bonne ou de la juste configuration culturelle, la Gestaltung, l'organisation, la mise en forme qui ne se retourne pas en son propre contraire. Ce qui pose d'ailleurs toute la question de la frontière. Et on va voir qu'elle est très présente dans notre sujet, qu'il s'agisse de la frontière à l'intérieur de chacun, de la frontière posée par les normes collectives, ou encore des frontières physiques, telles que, voilà, avec ce que leur visibilité ou leur invisibilité peut créer à l'intérieur des individus et des sociétés. Alors, entre Tocqueville, Freud et nous, il y a un événement historique immense à l'échelle de l'histoire de l'humanité, celui de l'émancipation des femmes, de leur arrivée sur la scène culturelle, par cette marche de l'égalité chez Tocqueville, qui ne peut qu'avoir bouleversé, au-delà des rapports hommes-femmes, l'équilibre même entre les dimensions symboliques du masculin et du féminin, lui aussi donc bouleversé par cette dynamique de l'égalité. Il y a donc un mouvement que j'ai qualifié de féminisation du monde, à la fois social et psychique. Les femmes, en effet, sont arrivées porteuses d'un rapport différent au féminin de la dépendance originaire, celui-même évacué de la psyché masculine et masculinisée, et des institutions sociales de l'Occident développé. Y compris d'ailleurs les institutions du clan des frères des premières démocraties modernes, encore oedipianisées. Alors, cette féminisation, elle induit moins de refoulement et de sublimation par rapport à Eros, moins de renoncement pulsionnel, ou pour le dire autrement, une moindre castration. Elle révèle un lien particulier entre démocratie et nature, une tension de la démocratie vers la nature, propre à la dynamique de l'égalité. Et elle interroge la mise de côté par la modernité occidentale du complexe maternel par rapport au complexe paternel. Alors, d'où ma thèse que nous allons vers un autre équilibre de civilisation où une dimension psychique féminine ou un pôle symbolique du féminin serait plus présent. Alors, cette civilisation post-patriarcale, il n'est pas question de la concevoir comme un renversement total, je dirais, des pôles. Il ne s'agit pas d'aller vers une civilisation acéphale où
perverse, comme certains le prétendent, mais une civilisation plus dialectique. Alors, c'est une thèse pour laquelle il y a, à mes yeux, des appuis tout simplement socio-historiques. Je pense que le mouvement est largement commencé. On peut le repérer en fait dans tous les domaines, puisque c'est un changement structurel, donc qui touche en réalité tous les domaines. Bon, je dirais peut-être le plus visible pour nous aujourd'hui, c'est la place par exemple du souci écologique, du rapport à la nature, mais on peut en mentionner bien d'autres. Bon, bien sûr, les transformations qui ont touché la famille. J'évoquais tout à l'heure la démocratie participative. On pourrait évoquer dans le domaine de la connaissance le statut, le retour aux images par rapport à l'écrit. On pourrait évoquer dans la science la restauration de la place des émotions, pensons aux travaux de Damasio, etc. Dans le domaine religieux, l'essor du spirituel au détriment des religions constituées, etc. Enfin, alors, nous entrons donc dans ce qu'on pourrait appeler une autre période historique, au sens où les historiens les ont inventés. On manie volontiers les termes sans trop y réfléchir, de Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, etc. Nous sommes certainement en train, sans le savoir, de passer à une autre période historique. Mais il y a aussi bien sûr une dimension utopique à cette thèse, dans la mesure où tout ceci n'est pas vraiment complètement advenu, dans la mesure où c'est aussi problématique, ça crée d'autres problèmes. Voilà, un horizon donc. Ça implique toute une réflexion sur la psyché archaïque et sur la bipolarité de la psyché humaine. De ce fait, la philosophie politique ne concerne pas simplement l'espace politique collectif, mais aussi notre espace intérieur. Quelle politique privilégions-nous ou voulons-nous privilégier au sein des instances, de nos propres instances intérieures? Si la logique démocratique est une logique de l'égalité, alors effectivement, la démocratie ne peut, d'une certaine façon, avoir affaire qu'à l'un et l'autre des deux pôles, maternel, paternel, féminin, masculin, devoir avoir affaire avec cette bisexualité-là. Alors, cette réflexion, elle implique aussi une réflexion sur de nouvelles formes de médiation symbolique. Certains auteurs ont parlé d'un ordre symbolique maternel en rapport avec l'existé éprouvé féminin, et de ce fait plus proche de la corporéité que l'ordre paternel post-oedipien, moins sublimatoire dans ses énergies libidinales, de caractère qu'on pourrait qualifier de transitionnel, et dont la caractéristique principale serait qu'il n'évacue pas la naissance, le Hilflosigkeit et la mort. Tout ceci, évidemment, implique aussi une libération, une revalorisation de la sphère sensible et du corps, tant jouissant que souffrant. In fine, je dirais, dans cette philosophie dialectique de l'histoire, il y a une perméabilité entre matrimoine et patrimoine, et non une barrière, clivage, et une civilisation, de fait, plus androgyne, entre guillemets, qui met en interaction deux mentalités, deux phases de la psyché humaine, deux formes de relation à soi, au monde et aux autres, deux formes de puissance, productrice et créatrice. Alors, quand j'ai commencé à développer ces idées-là, j'avais cette idée, au fond, de quelque chose qui, tout en étant un équilibre mouvant et plastique,
était quelque part dans quelque chose comme moitié-moitié. C'est-à-dire on recrée voilà, sur la balance civilisationnelle quelque chose comme ça de plus, je dirais, les années ont passé avec ce que nous livre l'actualité, plus je me suis évidemment posé des questions sur finalement la question de savoir jusqu'où déplacer ce que j'ai appelé le curseur civilisationnel. Qu'est-ce qui est vivable au fond. Cette interrogation, elle n'a cessé de se creuser, évidemment, devant le développement grandissant des extrêmes politiques, avec les violences dont ils sont porteurs, qu'il s'agisse du terrorisme islamiste ou de la montée mondiale des nationalismes, comme si au moins approximativement 30%, si on se fie au seuil des récurrents des votes dans beaucoup de pays, 30% des êtres humains finalement étaient dotés d'un moi trop fragile pour supporter une telle perméabilité des deux sphères et étaient trop déstabilisés par les formes de fluidité qui la mettent en œuvre sur la scène sociale, qu'il s'agisse d'Internet, des migrations, mais aussi de la fluidité dans les rapports entre les sexes, dans les formes de pratiques sexuelles, dans la fluidité de la pulsionalité elle-même, interne à l'individu, moins bridée. Songeons à la dimension masculiniste qui traverse tant l'islamisme politique radical que des mouvements ou des gouvernements d'extrême droite. Le fameux « Make America Great Again » pourrait être traduit « Make Man Great Again ». Alors, j'ai toujours pensé, je continue à penser d'ailleurs, qu'il y a là un mouvement de réaction, au sens propre du terme, face à ces évolutions que j'ai décrites. En ce sens, on peut le penser comme provisoire et rester dans une forme d'optimisme. Mais évidemment, la marche, je dirais, progressive de l'histoire n'est pas garantie. Les catastrophes historiques sont malheureusement toujours possibles, même si, du point de vue tocquevillien, la marche de l'égalité ne peut être stoppée. Ce n'est pas pour rien que, de façon de plus en plus récurrente, le danger de guerre est évoqué, qui serait, au plan inconscient, une guerre défensive du masculin par rapport au féminin. La féminisation du monde, c'était déjà une menace, et vécue comme une menace, avant la guerre de 14. Un auteur brillant, un jeune philosophe, condensé de misogynie et d'antisémitisme, qui nourrira l'idéologie nazie. Il se suicidera juste après sa publication. Je ne pense pas que le discours de la restauration du père soit la solution. Là-dessus, je serais d'ailleurs en désaccord avec la vision macronienne d'un besoin de verticalité paternelle, qui me semble peut-être effectivement un besoin manifeste, on va dire, mais qui vient quand justement autre chose est absent. Alors, nous sommes à un moment donc de bascule, d'équilibre civilisationnel, mais où, je dirais, la déconstruction qui s'est opérée n'a pas pour autant été encore remplacée par une nouvelle construction symbolique, ou encore trop timidement, on va dire. Elle existe d'ailleurs, je pense, beaucoup plus actuellement au niveau des pratiques, des lieux d'inventivité personnelle que dans les représentations générales. Il y a un manque de représentation. Donc,
sans doute une transition historique trop désarticulée, trop longue, à mettre en place un nouveau paradigme, ce qui engendre donc des tendances mélancoliques, des tendances perverses aussi, et active les potentialités psychotiques des êtres et des groupes humains. Quand donc nos gouvernements comprendront-ils la nature nouvelle des cadres symboliques à mettre en place, la nécessité absolue de les mettre en place? Je pense par exemple en particulier à la forme politique Europe. Un disciple de Freud, Paul Federn, avait écrit un texte tout à fait étonnant et suggestif après la guerre de 14, La société sans père, où il prenait acte d'un basculement justement symbolique. Il esquissait une sorte de sociologie transgénérationnelle alors, très conscient du fait que quand les choses changent, elles changent à un rythme différent suivant les groupes sociaux. Et qu'au fond, des années après, on retrouve... certains groupes ont adhéré, je dirais, au changement. D'autres groupes sont porteurs de traditions qui sont restés ancrés dans des systèmes plus anciens. Et ces éléments perdurent, au-delà des reconfigurations symboliques. Dans certains groupes, on peut penser par exemple en France à ce qu'il en est dans la droite catholique française, par exemple. Mais on peut penser aussi que la résistance que nous voyons à l'œuvre dans toutes les formes réactives n'est pas simplement le produit de l'histoire, et donc de la persistance de certaines cultures au sein de certains groupes sociaux, mais aussi une dimension intérieure, psychique. C'est le rapport difficile des deux sexes à la dimension symbolique féminine, la difficulté sans doute encore plus grande du côté des hommes par rapport à cette dimension, et la question évidemment qui m'habite en permanence, avec parfois un doute abyssal, face aux évolutions contemporaines, c'est de savoir finalement jusqu'où le développement psychosexuel de l'être, de la reconfiguration culturelle. Serions-nous condamnés pour sauver la fragile virilité, la peur masculine de la castration, à éternellement reconduire la structure hiérarchique, intérieurement et extérieurement, dans le social, fût-ce sous des formes nouvelles ou des formes déguisées? Y aurait-il là une limite humaine liée à la manière masculine, entre guillemets, de surmonter le Hilflosigkeit originaire? Voilà, je vous laisse avec ces questions abyssales.